Matin d'Éden se poursuit, instant décryptage sur Matin d'Éden. Je l'ai annoncé en début de cette émission, la décision de nomination des universitaires prise par le gouvernement est sujet à polémique dans le monde universitaire. Les enseignants réunis au niveau de l'intersyndical ont réagi. Vous avez suivi, il y a eu des assemblées générales plutôt. Il y a eu aussi des communiqués qui ont circulé. Qu'en est-il exactement pour mieux comprendre la démarche des enseignants et qu'est-ce qu'ils reprochent à cette décision, à ces réformes dans le secteur supérieur? Nous sommes avec le professeur Esaïe Gandonou, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur. Il est avec nous pour comprendre, avoir toute la vérité sur ce que réclament les enseignants aujourd'hui par rapport à ces réformes initiées par le régime de Patrice Athanase Guillaume Talon. Monsieur Esaïe Gandonou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. En face du professeur Esaïe Gandonou, mon confrère, secrétaire de rédaction de Eden Télévision, Fréjus Seroulan. Fréjus. Bonjour à nouveau, Connex. Alors, professeur Gandonou, nous avons suivi un peu l'Assemblée générale, le compte rendu, l'Assemblée générale. Pourquoi aujourd'hui les enseignants ou au niveau de l'intersyndicale ont des griefs contre ces réformes engagées par le régime actuel? Oui, merci de nous accompagner dans cette campagne d'information que nous avons démarrée depuis lundi. Bon, c'est une situation vraiment malencontreuse. Je dis d'emblée que les nominations ne vont pas nous faire avancer. Nous sommes d'accord pour les réformes. Ça a commencé en 2016. Vous savez que 3 universités ont été rapidement fermées. Ça n'a pas été facile, hein. Mais les enseignants du supérieur ont toujours accompagné depuis 2016 les réformes, les différentes. Il y a eu beaucoup de changements, hein. Donc, bon, ils ont prouvé une certaine bonne foi jusqu'à ce que, bon, comme une sorte de gradation, nous avons eu connaissance par les réseaux sociaux de cette décision de suspension que je vais essayer d'expliquer un peu. Nous sommes parfaitement pour les réformes. La vie même, c'est une réforme. Vous fœtus, bébé, enfant. Bien sûr. Et après, vous devenez poussière. Donc, bon, être contre les réformes, je crois que ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Mais ce n'est pas efficace de changer ce qui marche. Donc, bon, il peut y avoir quelques réglages à faire. Et donc, bon, on ne peut pas... Mais rien ne justifie pour le moment que peut-être cette réforme concerne les nominations. Oui, mais la suspension déjà est un acte grave. La suspension, le décret 441 du 20 septembre 2018 est un acte que nous trouvons à l'université très grave. En quoi, quelle est la gravité selon vous de cette décision, de ce décret? Je ne sais pas si vous voulez d'abord que je vous explique comment les choses se sont passées, parce que ça déjà indique que ça ne va pas, quelque chose n'a pas marché dans le système gouvernemental. Allons-y, alors. Je vais vous expliquer. Nous, les chefs d'établissement qui sont en place à ce moment, leur mandat finit dans une semaine, je crois, pratiquement maintenant. Donc, on organise les élections un peu plus tôt pour les remplacer à temps. Donc, le 24 juillet 2018, notre ministre a adressé un message à la communauté universitaire qui fixe dans ce message, dans ce courrier, notre ministre fixe la date des élections. Les élections sont donc prévues, selon ce courrier signé de notre ministre, que j'ai avec moi, sont fixées au vendredi 16 novembre 2018. Nous étions là le 19 septembre 2018, notre ministre a signé un arrêté, c'est notre pratique. On doit avoir un arrêté. Il a signé donc l'arrêté 593 du 19 septembre 2018 qui organise les élections. Nous avons un certain nombre de sous-commissions, de commissions à mettre en place, et voilà. Et nous avons commencé les préparatifs et nous avons fait presque un mois de préparatifs. Nous étions à fin octobre. Lorsque nous découvrons dans les réseaux sociaux un décret, le décret 2018-441, tenez-vous bien, du 20 septembre 2018, l'arrêté de notre ministre qui lance les préparatifs date du 19 septembre.
nous découvrons un mois plus tard un décret qui date du 20 septembre qui suspend les élections. Pour nous, vous savez que les universitaires, nous lisons entre les lignes. Et nous constatons, nous allons tout lire. En fait, je dois dire que l'universitaire, c'est celui qui doit intervenir dans la société en dernier ressort. Parce que c'est pourquoi nous ne paraissons pas souvent. Parce qu'il faut rester longuement au laboratoire, il faut faire les travaux, il faut rechercher avant de venir parler. Et nous devons être les derniers. Nous devons pas. La surmédiatisation n'est pas universitaire. Nous lisons attentivement tout. Et dans ce décret, on dit que notre ministre a été écoutée le 19 septembre. Le décret qui date de 20, elle a été écoutée. Alors que le même 19 septembre, l'arrêté date du 19 septembre. Et là, nous avons dit, bon, quelque chose ne va pas. Mais, tous ceux qui connaissent un peu l'université, vous ne réagissez pas. Non, nous ne réagissons pas. Nous allons rechercher les informations parce que ce n'est pas compréhensible. C'est quand même un gouvernement qui a quand même des cadres que nous avons formés, que l'université a formés, qui sont à la disposition et qui doivent faire leur travail convenablement. Pourquoi il y a eu ce timing-là? Nous sommes allés en Assemblée générale le 21 novembre. Et avant cela, nous avons rencontré notre ministre vers la fin du mois d'octobre. Et donc, après cela, nous sommes allés en Assemblée générale. Elle nous a donné un certain nombre d'explications. Elle a organisé, je peux dire, son intervention en 3 points. Elle nous reproche une mauvaise gestion financière ou le gouvernement. Je ne peux pas dire que c'est notre ministre. Le gouvernement nous reproche une mauvaise gestion financière, une mauvaise gestion académique et une mauvaise gestion administrative. Donc, sur la base de ça, un certain nombre de faits ont été révélés dans ces différents volets. Et c'est ce qui a amené. Nous avons dit non, le timing, alors, ressemble un peu à du cafouillage. Très bien. Si vous lisez bien le décret 441, déjà, dans son premier article, il est dit que nous devons attendre, déjà le premier article, que le gouvernement suspend les élections en attendant que la nouvelle gouvernance des universités soit indiquée par le Conseil national de l'éducation réformé. Nous avions un Conseil national de l'éducation qui est prévu par la loi 2003 portant orientation de l'éducation nationale, complétée en 2005. Ce décret-là ce décret réforme, le décret sur le CNE réforme, et le gouvernement dit dans son arrêt et dans son décret 441 qu'une nouvelle gouvernance va être indiquée. Donc, et on va nous indiquer le mode de désignation désormais de nos responsables. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le même décret dit, en attendant que ce CNE n'indique la voie à suivre, les responsables qui sont élus restent à leur place. Nous au niveau de l'intersyndical, les responsables qui sont en fait de mandat restent à leur place. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Et nous étions là lorsque... nous avons une cellule, la coordination de l'intersyndical suit de près toutes les informations. Et donc, nous tenons des réunions régulières. À la réunion du 21 janvier 2019, il s'est avéré que des collègues ont été contactés pour être nommés. Et donc, les informations sont vérifiées. Et nous nous sommes dit, il faut alors informer davantage le chef de l'État. Et que nous pensons qu'il est mal conseillé. Donc, il y a eu un premier cafouillage dans la prise de décret. Il y a un deuxième cafouillage maintenant. C'est comme le décret n'est pas retiré, mais on commence par contacter les collègues pour être nommés. Et nous avions appris que les nominations elles sont imminentes. Et voilà. Nous avons dit, bon, ok, nous n'allons plus nous cacher. Nous allons informer davantage le chef de l'État. D'ailleurs, nous demandons à ceux qui nous rencontrent. Ça fait 3 ans qu'il est là, il n'est même pas arrivé à l'université. C'est sa maison, c'est la maison de ses enfants. C'est la maison de ces cadres de haut niveau qui mettent à la disposition tous ceux qui l'entourent. Il faut qu'il peut-être qu'il vienne, on va lui expliquer. Ou nous-mêmes, s'il accepte notre demande d'audience, nous allons lui expliquer. Mais en attendant, nous passons un peu dans les médias alors. Nous mettons un peu partout sur les campus des banderoles pour dire simplement non aux nominations. Et c'est ce que vous avez constaté sur tous les campus universitaires. Frédéric, c'est moi. Oui, je crois que nous sommes un peu plus édifiés sur la situation qui prévaut à l'université d'Abomey-Calavi et dans les autres universités du Bénin. Il s'agit là d'une volonté du gouvernement de réformer un système d'élection, on va dire, des recteurs, des vice-recteurs, des doyens à l'université.
Maintenant, nous en sommes là quand le gouvernement a pris des dispositions pour suspendre les élections, mais a pris le soin de dire que les responsables qui sont là restent à leur place en attendant les orientations du CNE. Puis un nouveau rebondissement il y a quelques jours où les collègues de monsieur, quelques universitaires ont été contactés pour être nommés. Donc, il y a imminence de nomination de ces cadres-là, en violation même de ce que le ministre et le gouvernement ont dit plus tôt. Maintenant, moi, ma question au professeur, c'est de savoir si on en arrivait à la nomination des recteurs, des vice-recteurs et autres, qu'est-ce qui gêne fondamentalement? En quoi ça va perturber le système universitaire, ce système de nomination? Puisque c'est une décision que vous avez qualifiée tout à l'heure de grave, en quoi cela est grave et qu'est-ce qui va justement? Je crois que vous, tous ceux que je connais à Eden TV et ailleurs, vous avez fréquenté l'UAC, l'UNB ou l'UAC. Et vous avez vécu les luttes un peu, pour ceux qui sont anciens parmi vous, les luttes qui ont conduit, surtout aux élections des recteurs et des vice-recteurs. En 2006, nous étions voilà, en 2006. Ça, c'est pour les élections des recteurs. Vous êtes arrivé à arracher cette victoire. Depuis 35 ans, les élections se faisaient autorisées par l'autocrate de ce temps-là, le président Kékou, paix à son âme. Pas le président simplement. Pas le président je vais insister sur ça, parce que si celui-là, non, il est, nous oui, mais ici, on va dire le président, l'ex-président. Il a pu autoriser les élections. Ça veut dire que vous le connaissez très bien. Et il a compris que c'est les élections qui peuvent vraiment nous permettre d'animer. Depuis 35 ans que les élections ont lieu dans les établissements, et d'autres pays sont venus simplement copier. Est-ce que c'est parce que ce système a duré dans le temps? Est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui vous êtes réfracté au changement? Qu'est-ce qui fondamentalement justifie parce que la nomination ne marche pas que nous sommes allés aux élections. Nous ne pouvons pas retourner encore aux nominations. Ça, c'est pas logique. C'est la logique simple qu'on apprend à l'université. On doit comprendre. Vous parlez de danger. Vous dites non aux nominations. On doit comprendre en quoi la nomination menace ce système. Le gouvernement a énuméré, tout à l'heure, vous les avez énuméré, mauvaise gestion financière, mauvaise gestion académique, mauvaise gestion administrative. Ça, c'est des points clés sur lesquels le gouvernement a pu tabler pour dire, bon, désormais, il faut changer le système. Alors, en quoi ces raisons évoquées par le gouvernement, peut-être, ne sont pas du goût des enseignants? L'élection, c'est un élément de la démocratie, oui ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous élisons, c'est ce que nous avons dit dans la déclaration du 21 novembre 2018. Ça veut dire quoi? L'élection est un élément important de la démocratie, c'est ça, hein? Et surtout, de ce que l'UNESCO indique dans sa recommandation de 1997 sur la condition de l'enseignement supérieur, où on précise ce que c'est que les libertés académiques. Je vous invite à télécharger ce document-là de l'UNESCO qui indique que nous avons droit, ce n'est même pas une affaire de démocratie. Les érudits universitaires doivent organiser leurs affaires comme cela leur convient. Et donc, c'est comme ça. Donc, nous devons organiser. Oui, mais les érudits universitaires dont vous parlez, maintenant, dans un État aussi. Si, maintenant, donc, nous disons. Donc, ça fait. Bon, l'élection, c'est une manière de démocratiser. Et donc, ça veut dire quoi? Nous avons fini notre déclaration. Ça veut dire que sous un régime d'un président élu, il y a malversation. La suite, il n'y a plus d'élection. Si les députés qui ont été élus, si on constate que des députés ont commis des malversations et tout, ok, la suite, c'est que nous on a dit simplement, il y a des manières de sanctionner. S'il y a des pièces, la ministre nous a indiqué aucune pièce par rapport à la gestion financière. Elle n'a pas pu nous indiquer les pièces à conviction qui permettent d'incriminer les collègues. Nous attendons ces pièces-là parce que nous-mêmes, dans nos tests, il est prévu que nous destituions. Et je vous dis, je suis de la FSA. La FSA a déjà destitué un doyen. Donc, on nous apporte les pièces, mais la ministre ne nous a pas donné les pièces à conviction par rapport à la question de la gestion financière. Donc, nous attendons que ces pièces-là soient... Et nous allons prendre en charge nos collègues. Et je vous dis, un recteur nommé, son agent comptable, ont été déjà devant les tribunaux. Il y a ce n'est pas la nomination qui fera que on ne va plus détourner. C'est les sanctions. Dans le régime démocratique, il faut sanctionner. Mais il faut éviter l'amalgame. Il faut tout que ce se fasse dans la transparence. Conformément à il faut que les preuves soient légalement établies. Il faut que les procédures soient respectées. Et nous sanctionnons.
Et d'ailleurs, nous avons une manière de sanctionner nos responsables. Vous savez que c'est un mandat renouvelable une fois. Ce n'est pas tous les doyens qui obtiennent le deuxième mandat. Vous avez fait l'université. Ils obtiennent le premier mandat. Nous observons un peu ce qu'ils ont fait. Bon, on peut se tromper. C'est normal, on peut se tromper, l'homme se trompe. Mais on ne les reconduit plus. C'est une manière déjà de sanctionner. Au cours du mandat, si des malversations sont avérées, nous pouvons destituer. Voilà. Donc, c'est les sanctions. Même si on se retrouve dans un schéma de nomination, il y a toujours dans l'administration. Voilà, c'est ce que nous disons. Donc, le gouvernement maintient les élections et actionne les leviers qui permettent de sanctionner. Nous, l'intersyndical, nous allons accompagner le gouvernement. Oui, c'est vrai. Mais il faut éviter l'amalgame. Voilà. C'est vrai que l'intersyndical dénonce ces réformes-là, justement, par rapport aux nominations et autres. Mais dans la communauté universitaire, même au sein même des enseignants, il y en a quand même qui trouvent que c'est une stratégie qui pourra régler certains problèmes, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de reproches à l'endroit du corps enseignant. Bon, j'aimerais bien rencontrer ces collègues pour qu'ils me convainquent. Beaucoup de reproches corps enseignant. Par rapport aux élections. Harcèlement. Non, les problèmes universitaires, je ne veux pas en discuter ici parce que, moi, vous savez, je vous ai dit, l'université, ce n'est pas le surmédiatisé. Et je le dis tout le temps, ce n'est pas. Il faut que vous ayez des preuves. Il faut que vous soyez vraiment bien. Il faut que votre laboratoire fonctionne pour pouvoir faire les investigations et aboutir aux conclusions que vous vérifiez progressivement. C'est-à-dire quand vous sortez un premier article, vous n'envoyez ça jamais à une revue. C'est une démarche scientifique. Voilà. Donc moi, je ne veux pas discuter des problèmes universitaires d'une manière générale. Il y en a. Comme dans tout corps. Ici, vous n'avez pas de problème. Vous avez des problèmes dans tout partout. Mais je ne veux pas discuter des problèmes universitaires au cours de cette émission. Parce que je ne peux pas vous apporter toutes les preuves qui me permettent. Mais je dirais seulement aux collègues qui sont contre, qu'ils apportent, comme nous sommes en train de faire maintenant, les informations qu'il faut pour montrer que les élections, je ne parle pas des problèmes généraux de l'université, que les élections sont à la base de difficultés majeures qui empêchent le fonctionnement de l'université. Je vous rappelle que depuis 2010, il y a seulement eu 2 fois. Les enseignants ont appelé à la grève seulement 2 fois. La première fois, c'était en 2013, quand les secrétaires généraux ont été battus. Vous vous rappelez. Et donc, c'était une grève de solidarité, essentiellement. La deuxième fois, c'est dernièrement. C'est au début de cette année. Encore pour les questions de liberté, c'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit être en débrayage à l'université. C'est vraiment un endroit où aujourd'hui, on doit nous laisser actuel, faire notre travail. où en êtes-vous alors dans votre démarche? Non, ce que nous avons prévu, vous voulez parler un peu de ce que nous avons prévu. C'est ce que nous faisons déjà et nous vous remercions. Nous sommes sûrs que le président de la République n'est pas bien informé. Donc, si les conseillers, il paraît que parmi les conseillers, il y a des universitaires et tout. Je crois que, vous savez, l'université, c'est un couvent avec des systèmes, des sous-systèmes. Le président ne peut pas tout connaître. Oui. Donc voilà, donc nous allons un peu informer davantage, passer par les chaînes. Nous allons demander une audience au président de la République. Nous souhaitons qu'au moins au bout de 3 ans, qu'il nous visite. Ça là, nous voulons vraiment lui dire pour qu'effectivement on discute, qu'il voit ensuite, la semaine prochaine, nous allons organiser un grand sitting dans notre ministère. C'est notre ministère. Ce n'est pas une marche, c'est un sitting qui sera ponctué d'une déclaration pour davantage attirer l'attention de notre ministre sur le fait qu'il faut vraiment éviter cette fâcheuse décision de nomination. Et donc, l'autre décision que nous avons prise à l'âge du 23 janvier 2019, c'est que nous donnons un délai de 2 mois pour que les élections se tiennent. D'accord. Au bout de ces délais, la situation peut être un peu difficile et nous ne voulons pas qu'on aboutisse à une situation difficile. Mais ce que je vais vous dire, avant de passer la parole, peut-être permettre à votre collègue d'opiner, c'est que ce mode d'élection, ça permet aux enseignants d'avoir ce qu'on appelle des dirigeants légitimes. Vous savez,
Le volet légitimité, c'est 2 composantes. La première composante, c'est le grade. Ne viens pas à l'université occuper les postes qu'il veut. Nous avons 4 grades que vous connaissez. Assistant, maître de conférence et professeur titulaire. Vous pouvez aussi devenir maître de conférence, non pas par la voie des articles, mais par la voie de l'agrégation. C'est plus rapide. Donc c'est ce qu'on appelle les maîtres de conférence agrégés. Pour occuper les postes, chef de département, douanier et recteur, il faut avoir le grade qu'il faut. Donc ça montre. Quand vous voyez l'enseignant, vous voyez c'est quelqu'un qui travaille pour la science. Deuxième volet, le parcours social de l'enseignant à l'université. Ça compte beaucoup. Et donc si vous avez vous avez les mêmes grades, la différence va se créer peut-être au niveau du parcours social. C'est comme ça que nous désirons, nous piquons. Et c'est cela qui permet, comme ils se deviennent légitimes, ça permet aux équipes d'enseignement et de recherche de travailler dans la cohésion. Si une équipe de recherche d'enseignement supérieur ne travaille pas dans la cohésion, vous avez une formation qui ne va pas être une formation bonne. C'est un peu insidieux. On ne sent pas ça. C'est un peu insidieux. Il y a des mésententes, il y a un certain nombre de choses. Ça a défait nécessairement sur l'éducation. Et vous tuez l'éducation, vous savez que vous avez tout tué. Nous tous qui sommes ici, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes là en train d'opiner avec des logiques c'est l'éducation. Mais rien ne nous dit que par rapport à cette nouvelle forme des choses, ou bien que par rapport à ces réformes, le gouvernement ne tiendrait pas compte de ces critères que vous avez soulevés. Oui, ma question demeure la même. Les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, les auditeurs qui nous suivent, pour mieux comprendre votre lutte, dans ce cas-là où nous irons vers les nominations, quels sont les pièges qui guettent l'enseignement supérieur? Quels sont les pièges qui guettent nos universités dès que ce serait acté et que le gouvernement commencera par nommer les recteurs, les doyens, les chefs d'établissement et tout? Quels sont les pièges? Pouvez-vous nous les énumérer pour que les téléspectateurs, les auditeurs puissent comprendre vers quoi nous allons en cas de nomination? C'est bien, je reviens rapidement sur vos questions. Vous avez dit que le gouvernement va tenir compte de ces critères. Oui, rien ne nous... Le critère grade, oui, peut-être, parce qu'ils connaissent au moins les grades. Mais le parcours social, c'est nous qui connaissons. Le président de la République ne peut pas connaître ça. Ça là, je crois que ce sera difficile pour le président de dire entre 2 maîtres de conférence qui a le meilleur parcours social depuis son arrivée. Avant de nommer quand même, c'est qu'il y a des rapports, il y a des sondages, il y a tout ça. Le président ne peut pas se lever simplement et regarder dans la masse et dire bon voilà, c'est le il faut choisir. C'est l'observation journalière. Ce n'est pas les services de renseignement, ça ne suffira pas. Les services de renseignement, ils sont formés même chez nous. Les militaires, ils se font former chez nous. Et nous allons là-bas chez eux dans les corps, les former. Nous sommes partout. Donc, c'est nous-mêmes. Qui mieux que nous qui formons ceux qui font tout le travail petit, ce qui est bon. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pourquoi nous ne sortons pas trop. Parce que l'enseignant du supérieur doit rester l'homme le plus humble possible. Je vais revenir à votre question. Je vais dire simplement ceci. Si ça se passe, ce sera le mélange des affaires académiques et des affaires politiques. Ça ne donnera pas grand-chose. Vous savez ce que ça va donner, une efficacité du système éducatif. Et si vous attaquez le système de l'enseignement supérieur, vous avez attaqué les autres systèmes. Parce que c'est nous qui produisons les inputs pour les autres systèmes. Vous créez une politisation à outrance. Donc, je vais répéter alors. Il faut, c'est pas nous créons. Si ça se passe, il y aura ce qu'on appelle l'ingérence de la politique dans les affaires académiques. Au plan international, ça ne sera jamais accepté. Vos enfants, on va dire désormais qu'ils ont... Parce que des résultats des examens vont être discutés dans des cabinets ministériels. Parce que le ministre va donner des injonctions à ceux qui sont nommés. Le ministre le fera. Parce que c'est celui, il est nommé, il a la même mise sur notre collègue. Non, mais ça, c'est vous qui le dites, c'est pas aussi facilement que les ça a été vécu déjà. C'est pourquoi on a dit on va vers les élections. Donc, je ne peux même pas. L'histoire est déjà là. Je peux vous donner des documents sur l'histoire de l'université. Ça a déjà été le cas dans le passé. Ça a été déjà le cas. Vous avez les recteurs quand... comment ça se fait? Vous avez dit le passé, mais le passé, ce n'est pas... Un an après, le passé, ce n'est pas le présent. Le passé, ce n'est pas le présent. Et puis, les têtes ont changé. Un instant. Et on nommait les recteurs, 1 an après, 2 ans après, on les enlève. Parce que c'était ça. Je tenais tête. On vous enlève. Ça crée de l'instabilité d'ailleurs. Bon, ça crée du cafouillage. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu ça. Et je vous dis,
le Bénin a une histoire. Le Bénin a une culture. Ce n'est pas comparable aux autres nations. Nous avons réussi la conférence nationale avec les enseignants du supérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ceux qui ont animé le plus. Ceux qui ont écrit la constitution, là, c'est qui? Demandez. C'est les enseignants du supérieur qui ont lu les virgules. Bon, c'est vrai, il y a certaines choses qu'ils ont manqué de mettre. C'est ça qui nous a mis à des situations difficiles à l'université. Ils auraient pu mettre. Je ne veux pas dire une chose qui concerne l'université que les universités ont oublié de mettre. C'est encore eux qui écrivent. Donc, je vous en prie, s'il y a, vous avez dit qu'il y a changement des hommes et tout, les réformes à l'université, si ça se fait sans les universitaires, c'est raté. Parce que ceux qui sont les affaires académiques, au niveau universitaire, ceux qui comprennent mieux cela et qui forment les gens pour ça, qui sont administratifs là-bas, c'est nous. Donc, nous sommes toujours prêts à travailler. C'est toujours ce que nous faisons avec nos tests. Nos tests, depuis, ont été toujours élaborés avec la collaboration de la maison. Depuis 2016, il y a rupture un peu de dialogue. Et ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, aujourd'hui, quelles sont les... Je sais pas si j'ai pu... Bien évidemment, vous avez répondu. Là, vous avez énuméré là quelques conséquences en cas de nomination. Mais le gouvernement a également évoqué le non-fonctionnement des conseils d'administration, la non-maîtrise par l'État des besoins réels des universités, tant en investissement que pour les fonctionnements. Est-ce que ce n'est pas légitime pour l'État qui investit dans l'université? Dans le rapport, le diagnostic proposé par le gouvernement, dans les arguments, vous n'avez pas le rapport, peut-être les arguments évoqués, avancés, le diagnostic fait par le gouvernement pour aller vers cela. Voilà, non, pas encore, pas encore. Mais là, est-ce que le gouvernement qui investit dans l'université, qui investit dans l'enseignement, n'a pas le droit de désigner les gens qu'il trouve juste, plus adaptés pour mener sa politique? Parce que sa politique peut se heurter à la volonté des recteurs, des tout-puissants recteurs, des tout-puissants vice-recteurs, des tout-puissants doyens qui peuvent ne pas suivre la politique du gouvernement. Et là, nous n'irons nulle part. C'est quand même l'État, le gouvernement, qui met à disposition les moyens. Vous avez parlé de conseil d'administration, il faut retirer ça. Je vais vous dire, le décret qui nous régit actuellement date de 2016. Nous avons été aussi à l'origine de ce décret-là, l'intersyndical notamment. C'est signé le 4 avril 2016, le décret qui organise les universités. Effectivement, nous avons prévu maintenant qu'il y ait un conseil d'administration dans le décret. Je ne peux pas vous donner exactement la référence. Je crois que c'est dans le décret, là, ça doit être sur votre affaire. Là. 2016, attendez. Convention du gouvernement. 208, voilà, le 2016-208 du 4 avril 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement. Je peux vous fournir ce décret. Ce décret, c'est nous-mêmes qui avons été à la base. Ils ont corrigé certaines choses dedans, ils nous ont privés de certaines choses. Mais ce décret, c'est seulement ce décret qui prévoit ce qu'on appelle le conseil d'administration. Il n'est pas encore mis en place. Pourquoi? Dans quel argument on trouve le conseil d'administration? Mais nous sommes en train de lutter pour que ce conseil soit mis en place. Le gouvernement aussi a promis que ce conseil-là soit... Mais il faut aller vers là. Maintenant, l'autre chose que vous dites, il faut nécessairement que le gouvernement ait ses hommes de main pour financer. Ça ne se passe pas comme ça à l'université. Les affaires académiques, là, ce n'est pas le gouvernement qui fait. Ce que le gouvernement fait, selon les règles de l'UNESCO, il y a deux choses. La politique de l'enseignement supérieur et les financements. Le gouvernement n'a qu'à réfléchir pour voir dans le monde de ressources rares là, que nous sommes, comment financer. Vous avez vu nos infrastructures, on en manque. Et on en manque suffisamment. Mais si vous demandez au gouvernement comment financer, pourquoi vous voulez refuser au gouvernement de nommer? De nommer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais est-ce que... Pour gérer les affaires académiques courantes, le décanat gère les affaires académiques courantes. Pour pouvoir vous donner des diplômes, le gouvernement ne peut pas se mêler de ça. Et s'il nomme, il va se mêler de ça. Ce sont là vos craintes. Alors justement, maintenant revenons au mouvement. Nous savons la fragilité de nos mouvements, de nos syndicats. Il suffit juste qu'il y ait peut-être quelques arrangements, que les mouvements se démodent rapidement. Professeur, est-ce que ce n'est peut-être pas le cas aussi? Est-ce que nous trouvons l'intersyndical soudé réellement pour aller... ce que je sais, je crois que concernant cette affaire des élections, il y a une mobilisation générale et une union parfaite. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
D'accord. Merci pour les précisions avec le professeur Isaïe Gandounou du syndicat national de l'enseignement supérieur. Avec lui, nous avons parlé de cette nouvelle décision des réformes dans le secteur supérieur, la nomination désormais des universitaires, que ce soit les recteurs, les vice-recteurs, les douaniers, les chefs d'établissement au niveau de l'université. Nous aurons le temps de revenir sur ce plateau en cas de rebondissement. Pour l'instant, l'intersyndicale s'oppose à ces réformes du gouvernement, mais l'intersyndicat ne rejette pas tout à fait les réformes apportées dans le secteur du supérieur. Justement, sur ce point, les enseignants ne sont pas d'accord. Et je crois quand même qu'ils sont prêts à un dialogue, c'est ce qu'ils souhaitent, à un dialogue, rencontrer le chef de l'État pour pouvoir évoluer. Et sur la question, l'essentiel, c'est que la paix règne dans le monde universitaire, pour le bien de la communauté universitaire, pour le bien de la recherche au Bénin et pour le bien de la nation. Les enseignants, le mot dit, ont beaucoup de contributions à apporter au programme d'action du gouvernement. Le régime pourra réussir son mandat en parfaite harmonie avec le monde des enseignants de l'université et de la classe politique en général et de tous les acteurs qui contribuent au développement du pays. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. C'était l'instant décryptage. Merci à vous, professeur Gandounou. Merci. Voilà. Et cher confrère Frédéric Serron, secrétaire général, secrétaire de rédaction général du gouvernement. Pas du tout. Peut-être que ça viendra.